dans le cadre de la thèse de Caroline, c'est la dimension diamètre limitée qui fait qu'au niveau de contraintes industrielles de fabrication, surtout au niveau de coûts, qu'ils ont choisi la machine à rotation segmentée. S'il n'y avait pas de contraintes au niveau de taille, on est sûr qu'on va se diriger directement vers la machine à barrière de flux. Parce que sans doute, machine avec des barrières de flux, le ratio LDLQ est tout le temps plus grande que la machine à rotor segmenté. Mais dans ce genre d'application, encore une fois, c'est pour souligner l'application automobile où l'encombrement est vraiment très limité, la température est très importante. Là, la machine à rotor segmenté et je pense, si on intègre aussi la notion de coût et fabrication, la machine à rotor segmenté, c'est la machine à choisir. Merci beaucoup. Encore Merci. félicitations pour ce travail très intéressant. Merci. Je m'associe aux autres personnes pour remercier les locaux qui m'ont convié à cette conférence. Merci. Donc je vais passer la parole à la dernière examinatrice. Donc Caroline, tu as la parole. Merci. Tout d'abord, je tiens à te féliciter pour le travail que tu as fait. Je sais premièrement que c'est très ingrat de travailler sur une machine d'actionneurs, d'accessoires, on appellerait ça, donc des petites puissances. Déjà parce que la bibliographie est très difficile à Limité, faire. oui. On va tomber sur des références qui font des hypothèses que l'on ne peut pas prendre, soit à cause de la taille, soit à cause de la puissance. La difficulté également de mettre en place une expérience sur des petites puissances et le regard amusé des collègues quand on annonce que la puissance de notre machine fait 100 watts. Oui. Je sais que c'est pas très évident. Donc pour ça, toutes mes félicitations. Je vais faire quelques remarques qui sont plus d'une vision industrielle que purement de recherche. La première chose que j'ai extrêmement appréciée, c'est l'utilisation des ABAC. Parce que l'un des freins pour imposer une nouvelle technologie, surtout sur l'actionneur, dans un contexte industriel, c'est de convaincre les gens qu'il ne faut pas avoir peur. Et les ABAC, c'est une très bonne approche. Ça permet aux clients, en l'occurrence moi, de pouvoir comprendre une machine, de pouvoir avoir la main dessus d'une certaine façon en termes de réglage, sans être pour autant spécialiste de la machine à rotor segmenté. Pas forcément toujours le cas des gens chez les constructeurs automobiles. La deuxième chose que j'étais très contente de trouver, c'est la simulation sur un cycle de roulage. C'est ce qu'on nous demande. Le point stabilisé, c'est intéressant en soi, mais ça va conduire à du surdimensionnement, surtout sur la thermique. Le vrai juge de paix, c'est toujours le cycle de roulage, donc pour ça, c'est une très bonne approche. J'ai une petite remarque au niveau de la thermique aussi. Tu parles d'une façon d'améliorer la résistance d'échange nucléaire. Oui. Tu proposes donc soit de la ventilation, soit de refroidissement par liquide pour augmenter les échanges. Alors, en toute théorie, je suis d'accord. Oui. Dans le cas d'un accessoire automobile, ça va être extrêmement riche. D'accord. En pratique, on ne te le laissera pas faire. Donc, c'est finalement l'une des distances que tu peux le moins toucher hors ligne pour ajouter des années. D'accord. Je ne vais pas revenir sur les formes d'alimentation et les cours d'alimentation. C'est un sujet qui a déjà été abordé. J'ai une ouverture à proposer qui serait l'impact de la fabrication sur la thermique de la machine. Parce que là, tu as identifié finalement ta distance d'échange pour la machine donnée. Et on voit quand tu passes ton cycle de roulage, on est quand même pas très très loin des limites imposées par la température du vernis. Et on n'en est pas encore à parler de critères d'ébullition. Sur des machines en fabrication, tu risques de ne pas forcément avoir ces mêmes résistances d'échange, puisque tu n'as pas forcément les mêmes dimensions, la tolérance de fabrication. Ce serait vraiment intéressant de voir l'impact de ces différentes résistances sur les augmentations de température
Mhm. et a fortiori le cycle de roulage, à savoir si la marge qui existe aujourd'hui, quand même pas énorme, Mhm. est compatible avec une production à 27 ans. Et au cours de la conversation, j'ai cru comprendre que tu allais donc, étudier les notions hypoacoustiques de différentes émélies. Mhm. Encore une fois, une émélie à 20 kHz, c'est riche pour un réactionneur. Oui, À titre de comparaison, les chargeurs qu'on trouve sur les véhicules de traction sont plutôt de l'ordre de 10 kHz. d'accord. Donc pour un actionneur, on peut même encore s'attendre à plus bas que ça. Oui. D'un point de vue acoustique, comment ça se traduit? Si tu baisses encore, voilà, j'ai vu un résultat à 19 kHz, Mm. comment ça se traduirait à 10, 8 kHz? Bien sûr, donc si on descend les stations MLI à basse fréquence, on va donc pouvoir l'entendre. Donc dans ce cas-là, on a eu de la chance de le faire à 20 kHz, mais en le descendant, oui, ça générera des nuisances sonores. On voit qu'il y a des éventails. Je ne suis pas spécialiste de vibration, donc je vais essayer de m'exprimer. Oui, les éventails dus à la modulation de cette MLI, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut Oui, imaginer que ceci vont s'élargir suffisamment pour devenir pour aller taper. d'un point de vue acoustique? Oui, ça peut. Donc cet éventail peut justement taper dans les fréquences fréquences propres. Donc là, il y aura des bruits à ce niveau-là. Donc même aux interactions de l'autre. Oui. Je me permets aussi de répondre à quelques questions qui ont été posées par M. Lininger, notamment au sujet du calcul du profil de déplacement qui n'était pas un vrai créneau. Ça, c'est quelque chose qui a été hérité de ma thèse. Je suis navrée, c'était pas forcément la chose la plus facile à traiter. Non.